Bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux pour participer à la première matinale organisée conjointement par le CRMA, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et la Banque des territoires. Première matinale d'une série de 5 rencontres qui vont se dérouler sur le premier semestre. Dont l'intitulé de ces 5 rencontres est matinale prospective, quelle adaptation au changement climatique dans les territoires. Donc je vais appeler sans attendre les différents intervenants. Donc pour une table ronde qui va durer 1 heure. Alors par ordre alphabétique, je vais tout d'abord appeler Pascal Berthaud. Je vais lui demander de rejoindre le plateau, alors qu'il est actuellement le directeur général du CRMA depuis mai 2018. Il a eu de multiples fonctions, je n'en citerai que quelques-unes. En particulier, il a été le directeur général de l'IGN, directeur général adjoint du cabinet de la ministre de l'écologie, du développement durable et des transports et du logement de 2010 à 2012, directeur de l'EPA Marne et de l'EPA France, directeur de l'eau au ministère de l'écologie et du développement durable, directeur du BRGM. Et par ailleurs, Pascal Berthaud est diplômé de l'école polytechnique. Il est ingénieur général dépôt. J'appelle à présent Camille Laurence Villain, qui est actuellement experte risque climatique et ESG du groupe Caisse des dépôts. Elle enseigne par ailleurs à l'université de Panthéon-Sorbonne dans un master de sciences politiques, séminaire climat et développement. Elle a travaillé pendant 13 ans à l'AFD, à la direction de la stratégie finance-climat. Elle a été auparavant analyste risque de crédit, toujours à l'AFD, et un peu plus tôt encore à l'AFD. Elle était responsable pays Colombie-Équateur. Bien, maintenant j'invite Antoine Pellion à nous rejoindre. Donc il est actuellement, et encore pour quelques jours, le secrétaire général à la planification écologique auprès du Premier ministre. Donc on peut dire que tu rejoins un groupe privé engagé dans la transition énergétique des collectivités territoriales la semaine prochaine. Alors Antoine a étudié au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, à Boston, puis à l'école des mines de Paris. En 2012, il entre au ministère de l'Environnement comme chef du bureau de la production électrique. 2 ans plus tard, il devient le conseiller énergie de Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement. De 2017 à 2019, il sera le conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée, concernant l'environnement, l'énergie et les transports. Et il sera également chargé du pôle vert de Jean Castex, alors Premier ministre. Et enfin, j'invite Alice Robinet à prendre place à la tribune. Alice est chef de projet économie de l'environnement au département développement durable et numérique de France Stratégie, service également du Premier ministre. Elle est diplômée de l'ENS Paris-Saclay et AgroParisTech en économie de l'environnement. Elle a travaillé auparavant au CGDD, au ministère de la Transition écologique, sur l'évaluation socio-économique des politiques de santé environnementale. Voilà, donc nous avons un très beau plateau pour 1h30 d'échange sur la thématique qui est affichée ici. Donc, investir aujourd'hui pour ne pas subir demain. Bien, alors, nous allons débuter. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes papiers. Voilà. Bien. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Alors, vous avez un retour pour les... Ça n'a pas l'air de marcher, si. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Hein. Je suis trop loin ? Bon, ouais. Bien. Bon, écoutez, on va y arriver. Hein. Alors, nous allons d'abord évoquer le PNAC,
le PNAC 3, puisqu'il a été présenté par la ministre Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'écologie, il y a moins de 2 semaines. Et donc, il était important, puisque c'est un élément, un PNAC qui est consacré essentiellement à l'adaptation, de pouvoir effectivement évoquer l'intérêt de ce PNAC au regard du sujet que nous traitons aujourd'hui. Alors, là, vous voyez sur ce cadre tout le processus. C'est un processus qui a pris presque une année, avec à peu près 6000 contributions qui ont été recueillies, adoptées à la quasi-unanimité des représentants des parties prenantes qui ont été consultés au sein du Conseil national de la transition écologique. Alors l'objectif, c'est de planifier les actions à mener d'ici 2030 pour s'adapter progressivement au changement climatique d'ici 2100 et de mettre en œuvre les 51 mesures qu'il comporte. Alors je vais tâcher de faire passer, je crains que ça ne fonctionne pas. Merci. Bien, alors dans les différentes slides que l'on retrouve dans le dossier de presse du PNAC qui a été présenté par la ministre, j'ai souhaité vous montrer celle-ci, qui montre à la fois la trajectoire et les hypothèses de réchauffement climatique d'ici 2100, avec une hypothèse à plus 4 degrés en 2100. Alors, plus 4 degrés en 2100, c'est pour vous traduire ça dans des choses que l'on connaît. Paris pourrait avoir à peu près le climat de Barcelone ou de Séville, Marseille plutôt celui de Tanger, Lyon plutôt celui de Madrid. Et donc là, vous voyez à côté l'ensemble des risques qui pourraient advenir, notamment en termes de pourcentage de risque de feux de forêt. Vous avez également la perte de l'enneigement, et vous voyez qu'en 2100, il y a une disparition totale des glaciers alpins. Et concernant les sécheresses, elles pourraient être multipliées par 4 en 2100, comparativement à ce qu'elles étaient en 1960. Slide suivante. Voilà, donc là, toujours dans le dossier de presse de la ministre concernant le PNAC, vous avez ici, je ne vais pas entrer dans le détail de tout, mais la représentation des phénomènes déjà constatés à ce jour, avec une augmentation des températures de 1,7 degré en France depuis 1900, une augmentation importante des inondations, une érosion du trait de côte qui touche 20% du littoral français, des submersions marines, le moustique tigre qui est maintenant bientôt sur Paris, le retrait gonflement des argiles, on en parlera tout à l'heure, le niveau de la mer qui a pris 20 cm, etc. etc. Bien, donc vous voyez que nous sommes déjà entrés dans l'ère du réchauffement climatique. On déplaise, j'allais dire, à tous ceux qui sont dans le doute par rapport à ce réchauffement. Et donc la vraie question maintenant, c'est de savoir comment mettre en œuvre des politiques et comment on va mettre en œuvre ce PNAC dans ce contexte de réchauffement climatique. Alors j'ai une première question à Antoine Pellion. Le SGPE a pour mission en fait, d'assurer la cohérence et le suivi des politiques à visée écologique. Et donc, j'imagine qu'il est appelé à jouer un rôle important dans la mise en œuvre du PNAC. Est-ce que, par rapport à ce PNAC, quels sont les attendus des engagements du SGPE par rapport à sa mise en œuvre? Bien, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Alors, ce sujet de l'adaptation au changement climatique, il est à la fois, donc il y a un nouveau PNAC, il y a un nouveau plan, donc il y a aussi un nouvel élan qui est donné. Après, c'est un sujet qui s'inscrit à la fois sur le temps long, donc les choses ont déjà commencé à se faire aujourd'hui sur ces sujets-là. Et puis, c'est un sujet aussi qui nécessite un engagement très collectif, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Alors bien sûr l'État, mais aussi les collectivités, mais aussi les aménageurs, les entreprises, etc. Si je rentre un peu plus dans le détail, on a, en fait, pour moi, 4 grands paquets
d'action. Donc effectivement, le SGPE a joué un rôle de coordination comme sur les autres travaux de planification. Et quand je dis de coordination, ça ne veut pas dire que c'est le SGPE qui a fait l'ensemble des sujets, parce qu'il y a énormément de thématiques, et donc c'est vraiment l'ensemble de tous les ministères et les parties prenantes qui sont mobilisés. Je pense que souvent, on a en tête les sujets d'adaptation des territoires urbains, ou en tout cas des activités humaines au changement climatique. Et donc on a en tête très immédiatement les sujets d'inondation, de sécheresse, les sujets de fissuration des logements avec les retraits-gonflements d'argile, les sujets d'élévation du niveau de la mer avec ses conséquences sur les rivages, etc. Moi, je voudrais insister aussi sur une autre dimension qui me paraisse extrêmement structurante. Il y a une dimension sur les écosystèmes très forte. Je pense que c'était, quand tu as montré des différentes slides au début, on voit les impacts forts. Une hausse de 4 degrés de la température, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'eau qui s'évapore, et quand bien même il tombe autant de pluie, il y en a plus dans l'atmosphère, et on perd quasiment le quart de la ressource disponible. Ouais, c'est ça. Et ça impacte forcément nos forêts, nos terres agricoles, de l'ensemble de notre activité de façon extrêmement structurante. C'est vrai aussi en matière, donc du coup ça a des incidences immédiates, par exemple en matière agricole. Et une fois que je liste tout ça, on voit l'aménagement, l'activité économique, les matières agricoles, le développement de la forêt, etc. On voit le côté très systémique du coup de ce plan-là, et la nécessité du coup de coordonner et de mobiliser aussi toutes les politiques publiques. Et donc par exemple celle du ministère de l'Agriculture, par exemple celle aussi du ministère de l'Industrie sur l'accès à l'eau et sa disponibilité. Donc voilà, ce rôle de coordination, il est là non pas pour pouvoir faire la place d'eux, mais pour pouvoir essayer d'avoir cette vision de mise en cohérence, et cette vision le cadre général, et d'intégrer la prospective justement dans ces différents travaux. Merci Antoine. Pascal Berthaud, alors je dirais l'adaptation au réchauffement climatique, c'est la mission du CEREMA. Et donc, j'allais dire, par rapport à ces 51 mesures, j'ai regardé à peu près la moitié de celles-ci sont déjà plus ou moins traitées par le CEREMA. Et donc, comment le CEREMA voit sa mission au regard de la mise en œuvre de ce PNAC ? Je crois qu'effectivement, le CEREMA, c'est l'établissement d'expertise sur l'aménagement au sens large, hein, les héritiers effectivement de tout le réseau technique du ministère de l'équipement de la grande époque. Et évidemment, je crois que, comme l'a dit Antoine, en réalité, le changement climatique va toucher absolument toutes les activités humaines. Et ça veut dire qu'effectivement, cet effort d'adaptation, il va être particulièrement important. Alors, est-ce que c'est grave, docteur ? Je crois que c'est grave si on ne s'en préoccupe pas et si on attend tout bonnement de voir ce qui va se passer. Effectivement, plus 4 degrés à 2100, plus 3 à 2050, si on ne fait rien et qu'on attend benoîtement, il y a un moment où ça nous explose à la figure, et ça peut être vraiment une catastrophe comme l'humanité n'en a pas connu beaucoup depuis son apparition. Par contre, si on commence à s'en occuper dès à présent, et c'est la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, donc on a le temps de s'adapter. Je crois que c'est à mon avis, le grand apport du PNAC tel qu'il vient de sortir, c'est justement de reconnaître que, bien sûr, l'objectif international, c'est toujours 1,5 degré à l'échelle mondiale, donc 2,2 degrés en France. On a la chance d'être dans un territoire qui est plus touché que le reste de la planète. Bien sûr qu'il faut continuer, mais pour autant, aujourd'hui, si on fait la somme de tous les engagements qui ont été pris en matière de décarbonation, on arrive à plus 4 degrés. Et il y a juste un petit pays là de l'autre côté de l'Atlantique qui déjà vient d'expliquer qu'il n'allait pas tenir ses engagements. Donc voilà, donc je crois qu'il faut, par rapport à ça, se préparer à plus 4. La bonne nouvelle, c'est que sur chacun des items, sur chacun des impacts de ces plus 4, en réalité, aujourd'hui, on a des solutions, soit des solutions technologiques, soit des solutions d'adaptation du comportement. Et donc, on n'est pas démunis. Et puis, évidemment, dans les 30 ans qui viennent,
on va bâtir d'autres solutions encore. Donc c'est déjà un message d'espoir assez fort. Alors évidemment, tout ça va coûter de l'argent, ça nécessite beaucoup de transformation, mais quelque part, et j'avoue qu'au CEREMA, nous, c'est qu'on aime beaucoup, on dit qu'on a le changement climatique optimiste, parce qu'en réalité, on a notre destin entre nos mains. Donc ce qu'il arrivera en matière de façon de supporter le changement climatique en France ne dépend que de nous. Et donc, retroussons-nous les manches. Et je crois que c'est un petit peu le message de ce PNAC 3. Très bien, merci Pascal. Effectivement, le CEREMA a une vision optimiste. On essaiera de creuser quand même cette question tout à l'heure pour voir justement comment on crée les conditions pour qu'on embarque absolument tout le monde sur ce sujet de l'adaptation. Camille, petite question, concernant la Caisse des dépôts. Comment vous jugez vous-même le PNAC au regard de vos contraintes? Parce que vous êtes en charge notamment, je crois, de vous assurer que les investissements de long terme que produit la Caisse soient bien compatibles avec cette trajectoire de réchauffement climatique. Et donc vous intégrez, j'imagine, fortement les questions d'anticipation de l'adaptation. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais commencer par rappeler ce qu'est la Caisse des dépôts pour ceux qui ne le savent pas. Donc la Caisse des dépôts, c'est un grand pôle financier public dont la première mission est de gérer une partie de l'épargne réglementée des Français et de se servir de cette épargne pour financer les collectivités locales, le secteur public, les logements sociaux. C'est aussi un pôle financier qui investit sur ses ressources propres dans des entreprises de différents secteurs pour développer le territoire français, avec des objectifs de transformation écologique, de souveraineté nationale et de cohésion territoriale. Alors, une fois qu'on a dit ça, en fait, il y a plusieurs mesures dans le PNAC qui nous paraissent particulièrement pertinentes pour l'activité de la Caisse des dépôts. La première, peut-être, c'est l'inscription de la trajectoire d'adaptation de référence au changement climatique dans les plans locaux d'urbanisme et dans les plans de prévention des risques, puisque nous, en tant qu'investisseurs, quand on investit, au moment de décider si on va investir ou non, on regarde l'ensemble des autorisations environnementales qui sont données pour le projet. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les autorisations environnementales et les plans de prévention des risques ne tiennent pas toujours compte des conditions futures du climat en France. Elles se basent sur les conditions passées du climat. Et donc c'est ce qui a conduit notamment la ville de Caen, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet exemple-là, à signer avec un promoteur l'aménagement d'un quartier à usage mixte, donc un quartier de logement, d'habitation, de commerce, et puis finalement à revenir, ils ont obtenu vraiment toutes les autorisations environnementales, préfectorales, etc. Et puis ils sont revenus sur ce projet en regardant les projections climatiques et en se rendant compte que 100 jours par an, ce quartier serait sous l'eau dans quelques décennies. Donc cette inscription de la TRAC, de lui donner une valeur juridique et de la mettre dans les plans locaux d'urbanisme et dans les plans de prévention des risques, ça va vraiment nous aider, nous, en tant qu'investisseurs, à identifier quels projets on peut accompagner dans l'adaptation au changement climatique, et collectivement, ça va nous aider aussi à se dire quels projets ne sont pas adaptables et à quels projets il faut que nous renoncions. Ça, c'est la première mesure qui me paraît très structurante. Et puis, bon, il y en a plusieurs, mais il y en a une autre aussi, c'est l'inscription du confort d'été dans les travaux de rénovation thermique des bâtiments. Nous, donc, on finance massivement le logement social et sa rénovation thermique, et puis on finance aussi la rénovation thermique des bâtiments publics. Intégrer le confort d'été, donc l'adaptation aux vagues de chaleur dans ces travaux-là, ça va nous permettre de mutualiser collectivement les coûts, de ne pas avoir deux séries de travaux. Et donc ça paraît aussi une mesure très structurante pour notre activité. Et puis j'en cite une troisième qui est la poursuite de la mission adaptation, donc qui sont des crédits d'ingénierie pour accompagner les collectivités territoriales dans leur adaptation, dans la définition de leur trajectoire d'adaptation au changement climatique. Et la Banque des territoires est très active dans ce programme. Elle finance sur 5 ans 1,2 milliard d'euros de crédits d'ingénierie, et elle prévoit d'accompagner 100 territoires en 2025. Donc ça, c'est une mesure qui est aussi structurante pour nous. Merci, merci Camille. Alors, je voudrais à présent interroger Alice. Et si tout va bien,
on devrait avoir... Alors, voilà. Bien. Et là, on va entrer un peu, j'allais dire, peut-être dans le dur, parce que, bon, on voit bien que ces politiques d'adaptation sont nécessaires. Elles vont avoir des impacts. Le réchauffement climatique va avoir des impacts, puisqu'on évoque, et là, vous l'avez tous sous vos yeux, un risque de contraction entre 1 et 10% du PIB tous les ans si nous sommes à 2 degrés entre 2050 et 2070. On devrait avoir 35% de surcoût d'assurance d'ici 2050 du fait du réchauffement climatique, et on estime que l'on aura 250 milliards d'euros par an additionnels pour engager des moyens humains indispensables à l'adaptation. Alors, ces chiffres sont ceux de l'Institut for Climate Economy, mais j'imagine que vous-même, j'allais dire, vous en avez d'autres au niveau de France Stratégie. Vous avez d'ailleurs co-rédigé un rapport sur ce sujet avec Adrien Delahaye sur le coût de l'inaction climatique. Et donc, pour vous, quels sont les chiffres que vous annoncez et l'ensemble des coûts que va générer ce réchauffement climatique ? Merci beaucoup. Peut-être rappeler juste quelques mots France Stratégie. Donc nous, on est un organe rattaché au service du Premier ministre, autonome et donc chargé d'évaluer, d'analyser les politiques publiques et des fois de s'inscrire dans des perspectives un peu plus de réflexion prospective sur l'évolution de nos politiques, qu'elles soient en lien avec la transition écologique ou non. Et donc effectivement, là, on prend un petit peu de hauteur sur la question des coûts de l'inaction. En réalité, voilà, ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est que dès qu'on parle de chiffrer un petit peu les impacts des dommages du changement climatique, c'est un exercice qui n'est pas si simple. Voilà, pourquoi alors bon, déjà, il faut se poser une première question, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'inaction ? On a souvent tendance à parler d'inaction pour parler de l'absence de politique d'atténuation. Là, on est plutôt dans un contexte où aujourd'hui on parle de... dans un scénario de réchauffement climatique donné, on parle d'inaction dès lors qu'il y a une absence de politique d'adaptation, et qui donc engendre des dommages qui vont varier selon l'intensité, la fréquence des aléas, mais aussi selon l'exposition des personnes ou des activités, des bâtiments exposés, et également selon le niveau de vulnérabilité, que ce soit des bâtiments à cause de l'état du bâti par exemple, ou même des personnes, puisque certaines catégories de population sont plus ou moins vulnérables aux effets du changement climatique. Voilà, et également ensuite, l'inaction, c'est l'inaction de qui ? Est-ce qu'on parle de l'inaction de l'État ? Est-ce qu'on parle de l'inaction des individus, des entreprises ? Ça peut être à plein de niveaux différents, et en fait il faut aussi à la fois regarder à une échelle macro, mais aussi beaucoup à une échelle beaucoup plus locale. Et donc voilà, une fois qu'on s'est posé déjà ces questions, alors comment on mesure ces coûts de l'inaction et comment on arrive à ce type d'estimation. Donc je rappelle, c'est un exercice assez complexe. On doit donc déjà choisir notre scénario de réchauffement. Donc aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on a une trajectoire de référence à l'adaptation au changement climatique qui peut nous servir un peu de base. Donc avec une France à plus 4 degrés. Ensuite, est-ce qu'on veut comparer est-ce qu'on se projette, est-ce qu'on veut comparer les dommages en 2050 par rapport à aujourd'hui, ou est-ce qu'on veut se projeter dans un scénario contrefactuel où on n'aurait pas de réchauffement climatique? Et ça, c'est pas tout à fait les mêmes méthodologies derrière. À quel horizon on regarde? Parce que quand on regarde à relativement court terme, il y a un certain effet d'inertie sur les effets du réchauffement climatique. Donc, quelle que soit un peu la trajectoire de réchauffement, plus on avance dans le temps, et là, plus on va avoir des différences en termes d'impact. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on doit estimer des liens entre ce niveau de réchauffement et des impacts physiques. Et en dernière étape, on veut essayer de traduire ces impacts physiques en indicateurs socio-économiques pour avoir un peu une idée, que ce soit en fait en euros. Des fois, c'est relativement simple de convertir des euros quand c'est des dommages directs, mais ça peut être d'autres indicateurs, des pertes parfois, des pertes de rendement, des pertes parfois humaines même. Tout dépend de ce qu'on veut montrer.
Maintenant, une fois qu'on a dit ça, à quoi ça sert en fait de calculer des coûts d'inaction? Donc, je disais, il y a plusieurs échelles de pertinence. À l'échelle très macro française, voire même européenne, voilà, c'est déjà cadrer un peu l'ampleur du problème, donner des ordres de grandeur et identifier surtout les secteurs ou les enjeux qui seront les plus fortement touchés. Et donc, c'est d'ailleurs en fait pour ça qu'il est assez en fait difficile d'évaluer donc un coût unique global de l'inaction selon un seul indicateur, tout simplement parce que dans les études existantes, il existe des études avec des hypothèses très différentes, comme je l'ai dit, des scénarios de réchauffement différents, des indicateurs socio-économiques différents, et ce qui fait qu'in fine, on n'est pas vraiment capable de donner un coût unique, mais on peut quand même avoir des premiers renseignements. Là, par exemple, dans ce qui est affiché sur la slide, on a en termes d'impact très, très macro l'étude de Swiss Re sur des impacts en termes de perte de PIB. Il y a aussi l'ADEME qui a fait des travaux plus récemment qui, elle, estime à 6-7% de perte de points de PIB en 2050, 10% en 2100, et qui identifie comme premier effet vraiment les impacts sur l'agriculture, qui représenteraient une part majeure de ces pertes. Et sinon, si on regarde un peu les coûts plus sectoriels, un des secteurs peut-être qui a fait des chiffrages particulièrement précis, je dirais, en tout cas à l'horizon 2050, c'est le secteur des assurances, donc qui ont vraiment estimé l'évolution du coût de la sinistralité du fait du réchauffement climatique. Et donc là, on a c'est les résultats de France Assureur. On a eu d'autres études de la Caisse centrale de réassurance, plus récemment de la CPR. Et donc on est sur des ordres de grandeur entre plus 2 et plus 4 milliards d'euros par an en 2050, dont la moitié, en fait, c'est même peut-être plus que 35% de cette augmentation serait uniquement liée au réchauffement climatique. Mais la limite du coup de ce genre d'études, c'est que sont seulement pris en compte les impacts directs sur les biens assurés, donc les dommages directs, et ça ne prend pas en compte toutes les pertes indirectes, et éventuellement même les pertes d'activité, les besoins, puis les conséquences un peu plus même peut-être psychologiques pour les populations, de se déplacer, etc. Donc c'est pour ça que c'est toujours imparfait ce genre d'évaluation, même si ça dit déjà quelque chose des impacts du secteur. Et puis peut-être juste pour rapidement, une fois qu'on a ces coûts très macro, l'important c'est évidemment de connaître les impacts à l'échelle beaucoup plus locale, puisque en fait les politiques d'adaptation, elles se décident, elles s'appliquent essentiellement à l'échelle locale selon les caractéristiques des territoires. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'être capable d'estimer des coûts de l'inaction à une échelle plus fine, déjà parce que ça répond aussi à une obligation réglementaire, notamment pour les collectivités, et ensuite pour les entreprises, ça permet de faire des choix un peu stratégiques d'implantation des activités, etc. Voilà ce que je peux dire déjà en premier mot. Merci de toutes ces précisions. Peut-être en complément, une réaction d'Antoine ou de Pascal par rapport à ce qui vient d'être dit sur justement pour avoir des estimations des coûts à venir, il faut quand même déjà avoir, limiter les incertitudes sur les effets du réchauffement climatique. Et c'est peut-être là où c'est le moins simple quand même. Dans des trajectoires peut-être à court terme, c'est tenable. Mais est-ce que dès qu'on prend des pas de temps très longs à 2100 par exemple, on voit bien que là, il y a sûrement des incertitudes plus grandes et donc difficile d'évaluer les coûts. Ouais, peut-être quelques exemples, effectivement. La question du littoral. On a beaucoup parlé du recul du trait de côte. CEREMA a établi effectivement un certain nombre de scénarios qu'on met à jour assez régulièrement. En gros, on arrive au fait qu'à échéance 2030-2035, il y a à peu près 500 bâtiments qui sont menacés. Ça, on en est à peu près sûr. À échéance 2050, c'est plutôt 5000 et à échéance 2100, c'est plutôt 50 000. Évidemment,
La difficulté de faire de la prévision à très long terme, c'est qu'il peut se passer plein de choses. Donc je dirais ce chiffre de 50 000, il est vraiment à prendre avec des pincettes. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que ça donne les ordres de grandeur. On a eu un débat avec la maire d'une station littorale qui nous dit, mais finalement, dites-moi précisément ce qui va se passer bâtiment par bâtiment sur mon littoral. Et moi, ok, je suis maire, je prendrai mes responsabilités, je ferai ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'on est incapable de lui dire précisément ce qui va se passer maison par maison. Et c'est vrai que c'est toute la difficulté d'avoir des politiques où on a à la fois de l'incertitude et quand même la certitude qu'il va se passer quelque chose. Sur le littoral, en gros, à échéance 2100, c'est une élévation du niveau de la mer de 70-80 cm minimum, et surtout le fait que les tempêtes qui aujourd'hui sont centennales, c'est-à-dire que statistiquement elles arrivent une fois tous les 100 ans, elles seront annuelles. Elles arriveront tous les ans. Alors évidemment, quand vous avez la tempête du siècle qui arrive et qui casse tout, vous réparez et puis c'est pas très grave. Si ça arrive tous les ans, vous n'avez même pas fini de réparer que ça recasse tout. Donc ça pose des questions très très profondes. On a la même chose sur d'autres sujets. Prenez le sujet des routes. C'est un exemple que je donne souvent parce que bon, une route, et c'est le spécialiste des routes qui vous le dit, c'est des tas de cailloux, c'est des cailloux et puis avec de la colle au-dessus. Donc vous dites le changement climatique, ça va pas intervenir. Si, parce que manque de chance, le dimensionnement des différentes couches de cailloux, il est lié à la température et à l'hygrométrie. C'est pas de chance, c'est justement les deux paramètres qui vont bouger. Donc je peux vous dire qu'il va falloir refaire toutes les routes importantes dans le pays dans les 50 prochaines années. Est-ce que c'est grave ? Pas forcément, parce que les routes en question, de toute façon, elles s'usent et il faut les refaire assez régulièrement. Donc si au moment où on les refait, on le fait avec les nouvelles conditions et pas les anciennes conditions, le surcoût ne sera pas forcément si énorme que ça. Mais en même temps, aujourd'hui, je pense que tout le monde se rend compte en utilisant les réseaux, elles ne sont pas non plus refaites comme elles devraient l'être. Donc tout ça est quand même assez compliqué, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'investissements à faire, et c'est finalement tout ce corpus qu'il faut refabriquer pour les 50 prochaines années. Antoine ? Peut-être en complément, je pense qu'on a plusieurs problématiques là de court terme. On a un sujet... on a une trajectoire de référence, donc la traque avec plus 4 degrés. Et je pense qu'il faut qu'on soit conscient collectivement qu'au sein de ce chapeau qui est commun, et c'est important d'avoir un chapeau commun pour pouvoir le décliner, il reste encore plein de variantes possibles. Et donc c'est pas parce qu'on a calé un scénario à 4 degrés qu'on a défini un horizon des futurs possibles extrêmement, totalement déterministe. C'est pas du tout le cas. En fonction des différents scénarios, des sous-scénarios, en matière typiquement d'humidité, tu parlais de l'hygrométrie, il peut y avoir des variations qui sont relativement fortes. Et donc de ce fait, il y a un champ des possibles assez large. Deuxièmement, on a de la connaissance nouvelle qui a été mise sur la table, qui n'est pas encore totalement intégrée. Vous parliez des PPRI par exemple et des études, des documents d'urbanisme. Les études par exemple d'hydrologie d'Explore 2, donc qui a été la transcription à la maille France avec du coup un maillage très fin territorialement des scénarios de réchauffement climatique. Elles n'ont pas encore été intégrées ou très partiellement dans les études de scénarios d'inondation qui doivent donner lieu à des révisions des documents d'urbanisme. Et donc aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est un peu comme à Caen, quand on regarde les documents d'urbanisme, ils sont faits sur les crues historiques et pas encore sur les projections. Ce constat-là, il est vrai aussi dans un certain nombre de cas, et ça a du coup défrayé parfois la chronique, sur le sujet de l'usage de l'eau en période sèche, et donc du coup sur la ressource disponible, etc. Donc on a un premier sujet qui est, tout ça n'est pas déterministe, je pense que donc de ça, il y a encore il y a encore un cône des possibles qui est assez large. Un deuxième sujet qui est la connaissance nouvelle et pas forcément encore intégrée sur les études locales et sur la façon dont on va prendre les décisions. Donc tout ça va nous amener, et pour autant, il ne faut pas qu'on attende d'être en connaissance pure et parfaite pour pouvoir décider. Et donc, il me semble que ça doit nous dire deux choses. Un, on doit avoir maintenant une démarche très territoriale, et je pense qu'on va y venir aussi dans la discussion sur, en l'état actuel, des connaissances, d'études disponibles, etc. Qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire à une maille fine et quels sont les travaux en cours pour améliorer cette connaissance
pour que tout le monde ait bien en tête que ce n'est pas une connaissance forcément totalement figée. Et après, conséquence aussi encore plus large, il me semble qu'il faut qu'on arrive, et ce n'est pas un truc très français, il faut qu'on arrive quand même à le faire, de passer d'une culture, d'une approche très centrée sur quel est l'optimum, la performance, etc., à une approche très centrée sur qu'est-ce qui est robuste et résilient. Et donc de ce fait, ce n'est pas forcément l'optimum dans un scénario donné, mais c'est la situation, le plan d'action qui sera le plus robuste à l'ensemble du champ des possibles auquel on a à faire face. Et ça, c'est un changement de culture dans un certain nombre de secteurs qui est extrêmement important. C'est vrai que dans la patrie de Descartes, on aime bien en fait avoir des certitudes, mais je pose une question là à peu près à tout le monde. On voit aussi que l'ensemble de nos outils, j'allais dire d'organisation de notre société, que ce soit les bilans comptables d'entreprise, la comptabilité publique, etc., on voit bien qu'on a des indicateurs souvent monétaires, très précis, et là on vient en leur disant voilà, il y a une probabilité que vous ayez un certain nombre de dommages collatéraux sur votre territoire du fait du réchauffement climatique, mais et donc il faut l'anticiper, et ça va avoir des coûts, et ça on va y revenir juste après. Et on voit bien que cette incertitude, ça prolonge un peu ce que tu disais Antoine, est-ce que les décideurs publics locaux en particulier peuvent entendre quand même ça ? Ou est-ce que c'est... Je pense que maintenant, si on parle des décideurs publics locaux au sens des collectivités, je pense que nombreuses d'entre nous, ont vécu du coup les aléas naturels, leurs conséquences, etc. et sont sensibles à cette notion de risque d'aléa. Alors la question, c'est notre capacité collective, à nous tous, experts, décideurs, acteurs, etc., d'aller du coup faire se porter à connaissance correcte de la situation et des risques possibles sur une zone donnée. Mais je pense que pour le coup, il y a un vrai désir, en tout cas une vraie appétence à prendre en compte cette dimension compte tenu de ce qu'on voit d'ores et déjà et des conséquences que ça a. Après, la question que tu poses, tu rentres sur un sujet aussi de normes comptables, de façon de compter et de mesurer. Ça ouvre, je trouve, un deuxième champ. Je ne veux pas être trop long et manipuler les paroles, mais on voit qu'on a, dans l'élan de la Seconde Guerre mondiale, si je refais un tout petit peu d'histoire sur le plan de la prospective, etc., a été aussi l'essor de la comptabilité publique avec le plan comptable général de 47, etc. Et on a à la fois conçu un développement économique adossé à un outil de mesure qui était aussi l'outil comptable. Et il me semble que dans la période que l'on vit là, qui est une période où on est en train de toucher les limites physiques planétaires très immédiates, de ressources en eau, de ressources en biomasse, de plein de choses, ça devrait s'accompagner aussi d'une évolution de notre façon de compter. Et ça, c'est du coup parce qu'il faut qu'on se mette à allouer des ressources rares, et donc de ce fait, ça nécessite qu'on les intègre dans la façon de faire. Tout à fait. Et donc pour l'instant, il y a plein d'options possibles, comptant en multicapitaux, plein d'autres choses. Quelque part, CSRD, dans son esprit, est aussi un peu tourné vers cela. Mais je pense qu'on n'a pas du tout encore cette grammaire commune qui nous permet de faire correctement les choses. On est en train de la bâtir là tous ensemble, mais on est dans cette période encore un peu instable. Pascal, Oui, je crois que la question que tu poses, c'est la question de la prise en compte du long terme dans l'ensemble des politiques, que ce soit les politiques publiques, que ce soit les stratégies d'entreprise, etc. Et c'est vrai que tous nos outils, publics comme privés, sont basés sur, au mieux, un terme de 5 ans. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Moi, je voudrais juste vous raconter une petite histoire, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques événements exceptionnels depuis 3-4 ans, donc tout le monde est très mobilisé sur le sujet. La même chose était arrivée au début des années 2000. Au début des années 2000, on avait eu des inondations. Tout le monde parle des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, mais on a eu exactement la même chose en 2002 ou 2001. J'ai plus en tête, moi j'étais directeur de l'eau à l'époque. Et puis on a eu la première moitié de la décennie 2000, alors on a eu sécheresse, canicule, inondation, tout ce qu'on veut. Et puis après, pendant 7 ou 8 ans, il ne s'est plus rien passé. Et comme il ne s'est plus rien passé, en fait on a oublié. La mémoire du risque, c'est 5 ans. C'est terrible. Hein. Et donc, alors l'avantage avec le changement climatique, c'est que ça va revenir de plus en plus souvent. Donc, on ne va plus avoir le temps d'oublier. Mais je crois que c'est ça. Et du coup, c'est sensibilisation, comprendre que, à long terme, on a des vrais sujets. Et deux, changer les outils derrière. Merci. Je voudrais m'adresser maintenant à Camille,
avec sa casquette de la Caisse des dépôts. Donc on voit bien qu'il y a un besoin d'investir sans attendre. Donc qui dit investissement, dit mobilisation de fonds. Là, lorsque le PNAC est sorti, j'ai vu dans la presse que certains s'interrogeaient sur comment financer justement toutes les politiques d'adaptation anticipée au réchauffement climatique. Comment la Caisse perçoit-elle, ces enjeux de financement, de mutualisation de fonds, etc. Est-ce que tu peux en dire un mot ? Oui, alors en fait, donc, la Caisse est une institution financière. Donc pour les institutions financières, il y a d'abord une approche par le risque, puisque le métier des institutions financières, c'est de prendre et de gérer du risque. Il se trouve que les risques liés au changement climatique font partie des nouveaux risques que nous devons mesurer et gérer. Et ça, on ne s'est pas motivé à le faire tout seul. En fait, on a été fortement encouragé à le faire par le comité de stabilité financière, donc une émanation des ministres des Finances du G20 qui s'est réuni en 2015 et qui a dit attention, dans les risques que nous regardons, il manque les risques liés au changement climatique. Et donc il faut que les acteurs économiques et particulièrement les acteurs du système financier soient très vigilants sur ces risques-là. Et puis après, il y a la réglementation européenne et française qui a embrayé sur le sujet en disant aux institutions financières, publiez vos expositions aux risques physiques et aux risques de transition. Donc nous, on s'est vraiment inscrit dans cette démarche-là à la Caisse des dépôts, qui est vraiment une démarche risque. Et donc pour estimer un risque physique, ce qu'on va devoir regarder, c'est quelle est notre exposition, quel est l'aléa qui va se matérialiser et quelle est la vulnérabilité de l'actif par rapport à cet aléa. Donc ça, c'est tout un travail qu'on a mené depuis 2022 pour s'outiller. Donc on a maintenant un outil de mesure avec toutes les limites que vous avez indiquées, d'incertitude, etc. mais qui nous permet de regarder selon différents modèles climatiques, selon différents scénarios climatiques, selon différents horizons de temps, à la maille de la commune, quels vont être les aléas climatiques qui ont de grandes chances de se matérialiser à 2050, à 2070 et à 2100. Donc ça nous permet vraiment de mieux connaître nos risques. Ça ne fait pas forcément de nous des financeurs de l'adaptation, parce que financer l'adaptation, c'est une démarche encore un peu différente que celle de mesurer son risque. Quand on identifie un risque physique, on peut décider, quand on est une institution financière, de se dire je me retire, je ne veux pas porter ce risque, donc je liquide le prêt ou je sors de l'investissement. Et nous, dans notre démarche de banque des territoires, d'accompagnement de clients publics, d'acteurs publics dans les territoires, on a une démarche qui est inverse, qui est de se dire qu'on va accepter dans un premier temps de prendre plus de risques physiques, qu'on ne va pas abandonner les territoires les plus exposés comme la région PACA, la région Île-de-France, les Outre-mer, etc. parce qu'il y a une concentration d'aléas climatiques sur ces territoires qui est vraiment importante. On va au contraire essayer d'accompagner nos clients dans leur trajectoire d'adaptation au changement climatique. Ce qui veut dire que dans un premier temps, on va s'exposer davantage aux risques physiques et qu'il va falloir qu'on mette en place, qu'on développe des offres pour accompagner nos clients et qu'on arrive aussi à faire la preuve qu'on réduit le risque en faisant de l'adaptation au changement climatique, ce qui, compte tenu de l'incertitude dont on a parlé tout à l'heure, n'est pas si évident que ça. Donc voilà, c'est un peu la démarche qu'on a, c'est à la fois mesure et gestion du risque, et puis accompagnement des clients avec une posture résolument engagée pour adapter et contribuer à l'adaptation de nos partenaires dans les territoires. Alors, il y a un acteur qui n'est pas présent ici sur ce plateau, mais qui me semble être important. Ce sont les acteurs des assurances qui, là, on voit bien, craignent un mur énorme d'engagement financier pour réparer les dégâts. Je pense qu'ils ont aussi une capacité à pouvoir, de fait justement de ces craintes, d'augmentation aussi des polices d'assurance, un certain nombre de collectivités sont confrontées à ça, de pouvoir être un élément, qui contribue à faire prendre conscience aux élus en particulier de la nécessité de mettre des politiques d'anticipation. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir par rapport à ça ?
sur le rôle des assurances. Pascal, oui. Je crois que le changement climatique va forcément amener à changer un certain nombre de choses sur le système d'assurance. L'assurance, c'est quand j'ai un événement qui arrive relativement rarement, je mets en place un système d'indemnisation qui est financé par tout le monde, parce que ça arrive rarement à tel endroit, etc. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le littoral, si les tempêtes deviennent centennales et la tempête qui casse tout est centennale, évidemment, ça ne peut plus relever du système d'assurance parce que vous êtes sûr d'avoir à indemniser chaque année. Donc là ça ne marche pas. Et donc, effectivement, il y a énormément de réflexions aujourd'hui dans le monde de l'assurance sur l'évolution du système, sur finalement qu'est-ce qui est assurable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, c'est pas nouveau, hein. Quand on a introduit les PPR il y a une trentaine d'années, l'idée c'était on crée des zones rouges, des zones bleues, des zones blanches, et puis effectivement les assurances moduleront leurs tarifs en fonction de la zone dans laquelle vous êtes. Alors, pour des raisons sociales, et puis parce que de fait ça s'est pas avéré nécessaire, les assurances ne l'ont pas fait, mais voilà, cette question elle était incluse dès le départ dans la politique de prévention des risques, et c'est vrai que typiquement avec le changement climatique, elle revient à l'ordre du jour, et mécaniquement, donc CEREMA, on travaille avec certaines compagnies sur des sujets de ce type. Le système va devoir évoluer. Absolument. Après, ça ne veut pas dire qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain non plus, hein. Faut pas non plus être catastrophiste, mais forcément le système va évoluer, effectivement. Alice, je vais peut-être compléter. Alors, on a peut-être la chance en France d'avoir quand même un système, le système CatNat, qui est un système un peu particulier, donc un peu hybride en fait, public-privé, avec une réassurance publique notamment, et qui permet du coup quand même déjà un premier niveau de soutien des assureurs en cas d'événements de très forte ampleur. Néanmoins, même avec ce système-là, le changement climatique risque de mettre en péril le système, notamment parce qu'on a certains risques dont les coûts risquent d'augmenter très fortement. On a un peu parlé du retrait-gonflement des argiles déjà, mais ça fait partie aujourd'hui d'un des risques dont on sait que les coûts de réparation sont extrêmement importants et qui en plus sont en fait assez mal pris en charge par le système CatNat, parce qu'on a souvent des fois du mal à établir une cause directe entre les fissures de notre logement et la sécheresse. Donc ça explique un petit peu aussi, il y a quand même des limites à ce système, et il faut effectivement repenser ce système. Et il y a aussi quand même quelques risques climatiques qui ne sont pas dans le régime CatNat. Je pense aux tempêtes, je pense à la grêle. La grêle en particulier qui pose de plus en plus de problèmes dans le secteur de l'assurance, puisqu'on a connu un certain nombre d'événements ces dernières années, d'épisodes de grêle très intenses et avec des coûts très importants. Et typiquement sur ce genre d'aléas, va peut-être un jour se poser la question de faire évoluer le mode de prise en charge du système, et peut-être qu'un système entièrement privé ne serait plus adapté pour ce type de dommages, d'aléas. Peut-être deux mots, je pense que les différentes études, et je pense que mes collègues pourront le confirmer, montrent qu'il vaut mieux globalement investir en amont en prévention que financer après a posteriori les dommages. Après, le gros sujet, une fois qu'on a énoncé cette tautologie quasiment, c'est de se dire comment on fait pour intégrer cette vision de long terme, parce que souvent les coûts potentiels ils peuvent être perçus comme lointains dans la décision immédiate, et donc quelque part on ramène ça dans le calcul économique au fait que ça vaut vraiment économiquement le coup. C'est là où je pense que ce que vous venez de dire sur le rôle d'institutions financières est important, parce que ce sont des acteurs qui, par les conditions de prêt, les conditions de financement, intègrent cette question de long terme dans les conditions de financement de court terme, et donc ça permet de ramener ça. On pourrait aussi, un des objectifs, c'est que le monde de l'assurance fasse aussi ça. C'est-à-dire que du coup se disent le bien dont on parle aujourd'hui, notre vision c'est qu'il sera exposé, et donc de ce fait ça veut dire que le coût de l'assurance est très élevé compte tenu de tout ça, et donc du coup d'inciter à faire les bons choix. Et donc ça nous amène peut-être à deux considérations. La première,
Il y a un enjeu de payer les surcoûts d'adaptation au début, parce qu'il y en a un certain nombre de fois, ils existent, et donc il faut que ça soit fait. Le business case, du coup, il sera d'autant plus intéressant que derrière, notamment, et ça c'est une évolution du système d'assurance, que l'assurance n'évolue pas en rétrécissant le champ de l'assurable, mais en gardant une extension relativement large, ce qui du coup conduit à avoir les bonnes incitations économiques pour que le système assurantiel soit soutenable. Et ça se combine avec une évolution qu'on a d'ores et déjà engagée, qui est quelle est dans cette gestion du risque, parce que derrière, quand on dit c'est assurable, ça renvoie à ce que disait Pascal notamment, en disant il y a des territoires sur lesquels le risque reste aléatoire et donc le domaine de l'assurance est normal, entre guillemets, et des territoires dans lesquels la concentration des risques conduit à ce que presque mécaniquement on saura qu'il y aura des dommages importants, et donc là on n'est plus aussi stricto sensu dans le champ de la logique assurantielle. Et donc ça nous renvoie plutôt à des sujets après de partage collectif du risque au niveau du territoire, et donc des choix de société, et de se dire est-ce que du coup cette zone du territoire on souhaite qu'elle soit toujours aménagée, et dans ce cas-là quelle est la mécanique de mutualisation du risque et de prise en charge, d'où le fait que d'ailleurs en système assurantiel, si je prends le sujet agricole par exemple, qui est un peu l'illustration, le précurseur de ça, il y a eu une évolution là, c'était en 2000, autour de 2021 je crois, de l'assurance climat agricole, dans lequel il y a une première tranche d'assurance privée, et ensuite il y a un niveau au-delà duquel il y a l'intervention publique en termes de, justement pour pouvoir mutualiser les dommages les plus importants dans certains cas. Cette question-là, elle se pose un peu plus généralement, je pense, et elle se pose aussi après en termes d'implantation géographique. Et donc là, alors des choses qui ne sont pas totalement dans le PNAC, mais qui étaient dans les travaux préparatoires, de se dire est-ce qu'il y a aujourd'hui, quelle est l'ampleur des zones blanches assurantielles, et est-ce qu'il y a des mécanismes de régulation à mettre en place pour pouvoir le résorber. Alors ça pose des questions redoutables en exécution, puisque derrière, qui dit zone blanche, qui dit péréquation, dit cartographie des zones non assurables, partage de cette connaissance-là, mécanisme de péréquation, et donc tout ça, il faut le faire. Et c'est tout sauf simple, quoi. Voilà. Très bien. Écoutez, je souhaiterais aborder rapidement un dernier point, peut-être avant de passer la parole à la salle. Il y a un acteur que l'on n'a pas évoqué à présent, que sont nos concitoyens. Et donc, je voulais vous présenter, si ça fonctionne, un sondage. Ah, c'est passé. Ouais. Donc, il y a une réactivité de la zapette qui n'est pas terrible. Super, voilà, merci. Oui, donc, alors ce sondage a été établi avant l'élection de Trump et toutes ses conséquences. Mais dans ce sondage, on voit bien que les questions météorologiques en particulier sont bien prises en compte par nos concitoyens. Avant la question de la guerre mondiale. Bon, là, je pense que si on refaisait le sondage aujourd'hui, je crois que nous ne serions plus tout à fait dans les mêmes proportions. Mais donc, néanmoins, on sent bien que nos concitoyens prennent conscience de ces enjeux de réchauffement climatique, de la nécessité de s'y préparer. Maintenant, sont-ils prêts réellement à payer Et est-ce que du coup, par rapport justement à toutes les angoisses que ça génère, à la fois sur la sécurité par rapport au logement, par rapport à leurs biens, sur le fait qu'ils doivent payer, moi j'ai le sentiment aussi que se développe du coup tout un discours de fake news sur le fait que le réchauffement climatique n'existe pas, on a l'impression l'idée de reporter à plus tard des décisions douloureuses de choix de nos citoyens, de se mobiliser ou pas, de prendre en considération ou pas ce changement climatique. Et donc là, est-ce que vous avez quelques mots à dire là-dessus, et après on passera aux questions aux citoyens. Je pense en particulier au CEREMA, puisque le CEREMA se veut tiers de confiance sur l'ensemble des analyses que l'on fournit sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur les territoires. Et donc, est-ce que le fait de dire oui, nos données sont fiables, sont sûres, etc., est-ce que c'est de nature à mobiliser nos citoyens ? Merci. Je crois que
Oui, j'ai commencé à avoir les cheveux un peu blancs. J'ai commencé à m'occuper d'écologie dans les années 80. Alors, dans les années 80, le ministère de l'écologie, c'était un tout petit bâtiment à Neuilly. Vous rentriez dans le hall, ça sentait le shit, c'est véridique. Hein. Les garçons avaient tous des cheveux longs, les filles des jupes longues, enfin c'était Woodstock. Et c'est vrai qu'à l'époque, tous ces sujets écologiques n'étaient pas du tout dans les préoccupations politiques. Et puis c'est monté progressivement, avec des à-coups. Hein. Moi j'ai connu, sous la présidence de Jacques Chirac, on dire bon, ça commence à suffire, même chose avec Nicolas Sarkozy. Bon, on voit bien que là, parce que la crise, parce que des difficultés, les questions écologiques passent au second plan. En réalité, elles remontent toujours parce que les faits sont têtus et les questions dont on parle de tout à l'heure, c'est pas une question de est-ce qu'on veut ou pas. C'est de toute façon, on va y être confronté, on n'a pas le choix. La bonne nouvelle, c'est que je trouve, vu du CEREMA, aujourd'hui, nous, on est très très frappés du fait que, notamment au niveau des collectivités locales, ces sujets-là sont vraiment rentrés dans les préoccupations. Notamment du fait de la crise du Covid. Alors ça n'a rien à voir, mais ça a surtout fait que tout le monde a pris conscience que l'univers dans lequel on vit peut changer du jour au lendemain. Et donc, en réalité, ces questions d'adaptation, elles étaient complètement vitales. Et donc, nous, aujourd'hui, depuis quelques années, depuis la sortie du Covid, on voit énormément de collectivités venir nous voir en disant bon, j'ai bien compris qu'il y avait un sujet changement climatique, je ne sais pas comment faire, aidez-moi, etc. Au niveau de la population, les choses évoluent. D'ailleurs, c'est assez logique. Hein. Si les élus évoluent, c'est que la population évolue. Nous, le sentiment qu'on a, c'est qu'on n'est pas encore complètement dans le passage à l'action. La prise de conscience, elle est vraiment en train de se faire. Le sujet, c'est de transformer ça en passage à l'action. Ça veut dire qu'effectivement, il faut travailler localement. Nous, on essaye de le faire avec pas mal de collectivités. Essayer de regarder, finalement, sur mon territoire, qu'est-ce que ça veut dire le changement climatique? Alors, on screen un peu toutes les activités humaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus 4 degrés. Et puis, derrière, comment, activité par activité, comment on fait pour s'adapter? Et on bâtit un plan sur 20, 30 ans. On est au démarrage de ces travaux-là avec les collectivités. C'est en réalité très concret. Derrière, on n'est plus dans les idées, les machins, c'est telle activité dans ma commune, tel sujet, voilà ce que ça va donner, voilà comment je m'établis. Donc nous, on est plutôt optimiste parce que, encore une fois, la prise de conscience, elle est là, il faut qu'on passe à l'action, mais entre nous, quand on voit d'où on part, quand parler d'adaptation au changement climatique il y a ne serait-ce que 10 ans, vous faisiez marrer tout le monde. Donc le changement, il est déjà radical, donc il n'y a pas de raison que sur la phase passage à l'action qui s'engage maintenant, ça ne marche pas. Donc, encore une fois, on a le changement climatique optimiste. Moi, je veux bien témoigner de ce qui se passe à la Caisse des dépôts sur le sujet. Effectivement, je vous rejoins sur le fait que ça a été d'abord l'atténuation. On s'est beaucoup mobilisé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre depuis 2015. D'ailleurs, on continue. C'est pas parce qu'on parle d'adaptation qu'on va arrêter de réduire nos émissions. Au contraire, pour éviter d'arriver à ce monde à 4 degrés que vous avez dépeint tout à l'heure, il faut qu'on mette le paquet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai que ça nécessite de travailler sur l'adaptation au changement climatique, un changement culturel aussi dans l'organisation. Ça veut dire sensibiliser, informer, former nos collaborateurs, y compris nos commerciaux, ceux qui dialoguent avec les porteurs de projets dans les territoires, pour qu'ils se sentent en mesure de parler de ces sujets-là, de dialoguer, donc ça veut dire d'avoir des échanges constructifs, qui challenge le porteur de projet sur les risques auxquels il va faire face et les mesures d'adaptation qu'il peut prendre. Donc ça, c'est un vrai changement culturel. Et je dirais que nous, on travaille sur un plan d'adaptation qui a 2 jambes. Le premier, c'est essayer, comme vous le disiez, d'intégrer l'adaptation dans tous nos financements et dans tous nos investissements. Mais c'est un gros travail de fond qu'il faut qu'on fasse et on n'est pas encore au rendez-vous. C'est long et
Et voilà, ça prend vraiment du temps et de la ressource pour mobiliser tout le monde sur le sujet. Et puis il y a un deuxième volet qui est d'accompagner les territoires. Et ça nous semble très structurant parce que quand on est un établissement financier, une institution financière, si on a un prisme purement actif, ça veut dire qu'on se dit j'ai un actif, il y a du risque sur cet actif et je veux adapter cet actif. On aura beau adapter l'actif, s'il est sur un territoire qui lui-même ne s'est pas adapté, alors ce qu'on a fait ne sert pas à grand-chose. Vous adaptez une usine de fabrication de batteries au risque d'inondation. Si cette usine elle est reliée par une route qui est inondée, la production s'arrête et donc l'effort est fait sur l'actif. Mais le coût, au final, va être important pour l'usine. Et donc, par ricochet, pour la banque potentiellement. Donc voilà, c'est vraiment cette démarche de prendre l'adaptation à la fois dans les territoires et d'accompagner les collectivités locales sur ces plans et d'intégrer ça à nos pratiques, je dirais, bancaires quotidiennes. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on voit bien que à chaque fois, c'est des sujets très complexes et donc de ce fait, si on n'en prend qu'un tout petit bout, vous citez l'usine de batterie, mais ça peut être des travaux sont faits sur l'adaptation du port, mais pas sur la route qui relie le port à l'Hinterland. Et donc derrière, on peut avoir un port super résilient, mais du coup, l'activité économique est totalement bloquée si jamais il y a inondation. Voilà. Et donc, quelque part, on peut être assez vite figé lapin dans les phares par l'ampleur du truc, et donc de ce fait, se dire et se perdre dans des années de discussions, d'études complémentaires, sans rien faire. Donc là, je veux en venir, c'est que vous avez en tête peut-être que il y a eu des démarches dans le cadre de la planification écologique de COP régionales et territoriales. Donc on met les parties prenantes autour de la table, on partage des éléments à la fois sur des leviers concrets, quantifiés. Et donc là, en 2025, il y a cette démarche qui est tendue à l'adaptation au changement climatique. Le but étant, de façon extrêmement humble, de partir déjà d'un travail carto, mais notamment avec toutes les études du CEREMA, entre autres, qui est partagé à une maille communale, intercommunale, en croisant rien que déjà les données existantes, à la fois en termes d'aléas de zones exposées, pour arriver à définir un peu des zones prioritaires d'action. Un truc super simple, mais qui n'a pas été fait dans tous les territoires, de croiser les prospectives en termes d'évolution des jours très chauds avec les personnes vulnérables et de le croiser aussi avec la géographie. Je l'applique dans le cas de la Vendée. Typiquement, on voit qu'il y a une concentration de populations vulnérables sur le littoral exposé aux températures chaudes. Mais comme on est sur le littoral, il y a aussi la fraîcheur du littoral quelque part. Donc c'est peut-être pas de la top priorité. Par contre, dans l'intérieur des terres, à l'est du département de la Vendée, il y a des zones de forte concentration de personnes vulnérables à l'intérieur des terres. Donc là, forte exposition. Et s'il fallait travailler sur un des points dans le département, ça c'est celui-là en priorité. Ce type d'analyse, on peut le faire sur plein de choses. C'est important du coup de commencer à agir sur des points. Donc c'est ça qu'on veut essayer de pousser, associé à une liste d'actions sans regret. Il y a des choses, dans tous les cas, quelle que soit l'évolution de la situation, les incertitudes, etc., ça vaut le coup de le faire. Et donc, quelque part, ce duo gagnant de une première analyse partagée des zones de priorité et une série d'actions sans regret, ça permet de franchir la première étape et du coup de ne pas rien faire le temps qu'on affine la connaissance sur plein d'autres enjeux et qu'on continue à déployer tout cela. Donc une démarche, essaye d'être pragmatique, très territorialisée et en embarquant, en portant tout ça à connaissance de tous les acteurs pour que justement l'effet système, on puisse le gagner comme ça. Parfait. Bah, écoutez, alors, merci de... Ah. Non, je voulais juste faire une petite conclusion. C'était... Bon, là, on en a beaucoup parlé. L'adaptation, c'est avant tout un effort très, je dirais, collectif, voilà. Mais il y a aussi des choses à faire. Les ménages aussi, à un moment, peuvent avoir besoin eux-mêmes d'investir pour adapter leur logement, que ce soit aux fortes chaleurs ou alors justement à la question du retrait des argiles. Mais ça ne peut pas se faire sans accompagnement, sans moyens. Aujourd'hui, on a des fonds qui existent. On a le fonds Barnier, par exemple, mais qui en fait finance très peu la prévention individuelle. Et voilà. Et donc, je voulais juste rappeler au-delà de la prise de conscience, il y a quand même besoin de mettre en œuvre vraiment les moyens. Et ça doit passer par du financement. Il faut sans doute que ça y passe, avec des critères évidemment de résilience. Voilà. L'idée, c'est pas de donner de l'argent sans réfléchir, mais en tout cas, ça me paraît essentiel. Voilà. Merci de ces précisions. Alors, je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent.
Bonjour, Dominique Chauvin, prospectiviste. J'ai 2 commentaires à faire. Le premier, il est sur les préoccupations pour l'adaptation que créent les impacts du changement climatique. Et la hiérarchie des préoccupations. Dans le tableau qui est là, vous voyez que c'est essentiellement des sujets aléatoires, mais il n'y a pas de sujet systémique. Ma question, c'est les préoccupations, c'est la hiérarchie des préoccupations et de prendre d'abord celles qui sont systémiques. Et par exemple, pour donner juste un exemple, le plus grand impact qui va nécessiter de s'occuper de ça pour l'adaptation, c'est la disparition des glaciers en Europe. C'est le système qui disparaît. Et ça a des conséquences monstrueuses sur l'économie, sur la vie des vallées, etc. Je rappelle simplement qu'une année où il y avait de la sécheresse, le Doubs, on marchait à pied dans le lit du Doubs et la navigation a été arrêtée sur le Rhin, par exemple. Et donc c'est cette préoccupation-là qui est fondamentale pour l'adresser. Et vous voyez que par rapport à la disparition de quelques maisons de vacances au bord du littoral, ce n'est pas du tout de même nature. Et je terminerai en disant, sur ce premier point, que c'est une folie de dire que l'adaptation réduit le risque. Ça colmate le risque, ça paye le risque, mais ça ne réduit pas le risque. La seule chose qui réduit le risque, c'est l'atténuation. Et le grand problème entre l'atténuation et l'adaptation, c'est que c'est la granulométrie du raisonnement. Et donc, plus vous descendez au niveau des territoires, plus vous descendez au niveau de la commune, et plus les gens raisonnent adaptation, évidemment. Alors que pour raisonner atténuation, il faut prendre de la hauteur, comme pour les glaciers de l'Europe, où il faut prendre une vision macro, collective, comment on va résoudre ce problème, et même au niveau de la planète, pour avoir une démarche prospective collective pour l'atténuation. Mon deuxième commentaire est plus sérieux. C'est que dans la prise de conscience, on parle des 4 degrés avec désinvolture. On ne se rend pas compte ce que ça veut dire que 4 degrés. Alors 4 degrés au niveau mondial ou 4 degrés au niveau de la France, soit. Mais 4 degrés, c'est monstrueux. Je rappelle simplement qu'il y a 10 000 ans, la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et elle est montée en 10 000 ans de 120 mètres. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça correspond à 4 degrés. Et donc, les modèles ont été faits pour voir qu'est-ce qui se passe au-delà avec les hypothèses actuelles. Et donc, le modèle a été tourné de moins 10 000 ans à plus 10 000 ans. C'est des modèles qui ont été présentés à Hollande avant l'accord de Paris, ce qui m'a laissé penser que Hollande était parfaitement au courant du sujet, et c'est une des raisons du succès de l'accord de Paris, à mon avis. Et ces modèles montrent que l'augmentation des océans, c'est 40 mètres dans plusieurs siècles, c'est-à-dire symétrique de Notre-Dame, pour prendre un exemple. Et donc, pour faire court, ma question, qui est un peu provocatrice, c'est est-ce que vous êtes sûr qu'on s'adapte à 4 degrés ? N'y a-t-il pas un manque d'information et une désinvolture absolue, en particulier des politiques, comme le sénateur Le Dantec qui a lancé cette histoire d'adaptation à 4 degrés, et on roule un peu les citoyens en leur disant pas quelle est la vraie nature du problème. Bien, merci de cette question. Pascal ? La difficulté en matière de politique publique, c'est justement de faire le mix entre ce qu'on peut imaginer de façon assez technique, etc., et ce qui est acceptable par la population. Si votre propos, c'est de dire, en réalité, plus 4 degrés, c'est un scénario optimiste, et en réalité, les conséquences risquent d'être supérieures, etc., j'ai du mal à pas être d'accord avec vous, parce que c'est vrai que plus 4 degrés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les modèles, alors après on peut critiquer les modèles, etc., mais c'est ce qui se passe si tout le monde respecte les engagements qui sont pris aujourd'hui. Donc déjà, ça a du plomb dans l'aile. Alors après, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin pour mobiliser la population ? Clairement, aujourd'hui, non. Enfin, je veux dire, le constat qu'on fait, c'est que
même sur le plus 4 degrés. On le voit bien depuis quelques mois dans les prises de position politiques. Les temps sont durs, donc on oublie un petit peu. Donc voilà, moi je dis c'est déjà, je trouve, une grosse avancée. Alors est-ce qu'on peut, si déjà on arrive à faire bouger la population, à faire bouger les façons d'aménager, etc., tout ça ira dans le bon sens. Est-ce que ça garantit qu'on sera complètement adapté, qu'il se passera rien ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais en même temps, voilà, la politique c'est aussi l'art du possible, quoi, de l'acceptable. Peut-être je complète ce premier point. Alors, je pense qu'il n'y a pas de désinvolture derrière le plus 4 degrés. L'objectif étant d'essayer de démontrer, de mettre à disposition le maximum d'informations sur ce que ça veut dire concrètement. Je pense que du coup ça peut encore être amélioré, il y a d'autres choses à mettre sur la table, mais en tout cas il y a une vraie volonté très claire de se dire, et qui n'est pas évident pour un politique, c'est-à-dire le fait de se dire j'agite, je mets sur la table des risques qui vont être extrêmement structurants avec beaucoup d'impact, et pas un truc qui est facile pour le décideur public. Et pourtant c'est la décision qui a été prise. Un seul exemple, le portail de Météo France là, qui dit commune par commune, on tape son code postal et on regarde les incidences. On a les incidences physiques réelles, en tout cas avec les différentes modélisations qui sont faites aujourd'hui, aux différents pas de temps. Ça, c'est en termes d'acquisition de savoir, c'est extrêmement structurant. Après, je pense qu'il faut être assez clair sur le deuxième point aussi que le but n'est pas de reléguer l'atténuation au motif que du coup l'adaptation serait facile et que c'est ça le chemin. Je pense qu'il faut être lucide sur le fait que aujourd'hui la tournure des événements au niveau mondial nous conduit de façon certaine, en tout cas probable, à avoir le plus 4 degrés monde, mais qui pourrait être encore pire. Et pour autant, il faut quand même qu'on ait des efforts d'atténuation, non seulement pour essayer déjà d'y arriver à ce 4 degrés-là, mais en plus pour essayer de faire moins idéalement. Et par ailleurs, il y a des intérêts individuels pour le pays à mener les actions d'atténuation en plus du sujet purement climat. Aujourd'hui, baisser nos émissions de gaz à effet de serre, c'est du coup consommer moins d'énergie fossile, c'est aussi de la souveraineté supplémentaire, c'est aussi, et donc du coup, de la balance commerciale, c'est aussi plein de choses. Et ça vaut le coup de le faire, indépendamment presque des enjeux climatiques. Et donc ces actions-là, il faut absolument les poursuivre et les accélérer. Donc on a bien un effort très fort sur l'atténuation, non seulement pour le climat, mais aussi pour d'autres enjeux de souveraineté économique, de santé, etc., au niveau de la maille France, qui ne faiblit pas à mon sens. Pour autant, une forme de lucidité sur le fait qu'ailleurs dans le monde, l'action ne suit pas nécessairement, n'est pas alignée, et donc de ce fait, faut se préparer à ce qu'est un changement climatique extrêmement profond. Pour l'instant, en tout cas, le scénario de plus grande pente, il est vers le 4 degrés, mais il va falloir être pragmatique et réajuster ce scénario-là en fonction aussi de l'évolution de ce qui se passe partout ailleurs dans le monde, et en ne masquant pas les conséquences de ce que ça a sur le territoire, tout en, comme le disait Pascal, construisant aussi le champ des possibles, parce que je pense que là, alors c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais en fait, l'anxiété, elle naît du fait qu'on a un risque et on ne sait pas comment on agit psychologiquement. Et donc là, le fait de se dire, je mets le stress et je ne donne pas de porte de sortie, pas de solution possible sur comment faire, est un truc où on peut très rapidement figer l'ensemble de la population dans un immobilisme, du coup, qui peut sembler déraisonnable au sens strict de la façon dont on raisonne, on gère, etc. Et donc, il faut aussi qu'on arrive à trouver cette bonne ligne de crête-là. Et je pense que c'est très important pour qu'on puisse continuer à bouger en tant que société. Pascal souhaitait... Non, mais juste un exemple pour illustrer ce qu'on dit avec Antoine. Dans la présentation du PNAC, la ministre de l'écologie dit voilà, on va inscrire le 4 degrés dans l'ensemble des documents de planification, notamment dans les documents d'urbanisme. Si vous regardez un peu, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gens qui, y compris au Parlement, qui disent mais hors de question de faire ça, etc. Donc on voit sur un élément qui est quand même basique, qui est de dire oui, à partir du moment où on dit que c'est plus 4, on va mettre ça dans tous les documents de planification d'urbanisme, mais pour que ça ait des traductions sur le terrain. Rien que ça, c'est déjà hyper compliqué politiquement, et c'est pas encore fait. Je crois qu'on a une question, monsieur. Oui, merci. Alors, un peu en complément de ceci, donc l'omission est un péché. De la même manière, l'inaction
est quelque chose tentant pour un décideur politique, parce que le courage politique, malheureusement, n'est pas souvent récompensé dans les urnes. Néanmoins, voyez-vous aujourd'hui, vis-à-vis de toutes ces informations, le potentiel d'un risque juridique supplémentaire pour les décideurs, lié au fait qu'il y a de l'inaction? Et on a vu l'État français condamné, on a vu des ministres condamnés pour inaction. Voyez-vous ceci comme étant potentiellement un moteur au courage des décideurs? Alors, non, je me lance, mais juste pour un tout petit point, puis je réponds à votre question, qui est, il y a eu ce qu'on appelle généralement le procès en inaction et les suites juridiques, c'est notamment le sujet sur l'atténuation, c'est l'affaire du siècle, etc. Donc il y a deux procès en cours. Il y en a un premier qui était purement factuel sur le fait entre 2015 et 2018, il y avait dépassement des quotas carbone et donc du fait trop d'émissions. Ce point-là, du coup, le Conseil d'État, alors la procédure est encore en cours parce qu'il y a un appel qui est fait, mais a jugé qu'on s'était collectivement remis dans la trajectoire. Et donc, en fait, modulo, enfin, l'appel qui est important, du coup, en première instance, ça a été jugé finalement que l'action avait été rétablie, entre guillemets. Après, il y a un deuxième type de contentieux qui porte sur est-ce que est-ce que le plan d'action pour la trajectoire à 2030, il est crédible ou pas? Et ça, le Conseil d'État a jugé que le plan qui avait été mis en place là, au cours des dernières années était suffisamment crédible pour ne pas sanctionner du coup l'État. Par contre, qu'on était sous surveillance et que donc du coup toute dérive serait sanctionnée. Mais pour l'instant, du coup, il n'y a pas eu de dérive, donc pas de sanction. Juste pour replacer ça. Après, la question que vous posez est très structurante sur du coup les leviers d'action. Moi, je pense que c'est très personnel comme appréciation, ce que j'ai pu observer aussi, qu'on a basculé dans un système qui fait que les contentieux dans tous les sens ont conduit à bloquer l'action collective et donc du coup à la prise des décisions publiques. Et donc de ce fait, il y a toujours un subtil équilibre à trouver et généralement on s'en éloigne assez régulièrement entre l'aiguillon du contentieux pour mobiliser en disant il est possible et donc de ce fait il faut agir. Je pense que ça existe. Et potentiellement le fait de se dire, notamment en termes de prise de décision de planification, si jamais on fixe un cadre trop précis, trop clair, etc., en réalité, on s'ouvre à un immobilisme total parce qu'il va y avoir du contentieux et des délais de contentieux dans tous les sens qui fera qu'on n'arrivera plus rien à faire. Et ça, cet équilibre-là, il n'est pas facile à trouver. Donc je ne sais pas répondre de façon totalement univoque du coup à votre question, mais je constate que on est à un stade où du coup le déploiement des contentieux a conduit à bloquer le décideur en amont sur la définition de trajectoire collective parce que du coup ça crée un risque supplémentaire juridique trop fort et ça je pense c'est très contre-productif. Et c'est pour ça, et j'en termine, que nos travaux de planification, on les a fait, on les met sur la table, on rend tout public et donc n'importe qui peut s'en saisir. Pour autant, il n'y a pas de traduction immédiate juridique de façon à pouvoir à éviter de tomber dans cet écueil-là. Voilà, et je referme ma parenthèse. Oui, il y avait une question. Si vous permettez, j'ai une question excessivement concrète. Je suis un peu au ras du sol. La question est la suivante. Interrogé par une collectivité locale sur l'implantation d'un data center, dont on connaît l'impact sur la consommation d'eau, le réchauffement climatique et la consommation d'énergie. Poussé par cette collectivité locale qui recherche finalement des ressources financières par l'implantation de ce projet, poussé également par des gens dont le métier est de financer finalement les infrastructures, allez-vous privilégier finalement l'aspect climatique et l'horizon de réchauffement climatique de l'accord de Paris, ou allez-vous privilégier autre chose, c'est-à-dire la dynamisation d'un territoire ? Oui, peut-être un mot de réaction, parce que on voit bien qu'évidemment, cette question du changement climatique, elle est hyper prégnante, et la tentation peut être assez forte de dire, ok, donc à partir du moment où on a quelque chose d'énorme, il faut cesser tout développement, cesser tout développement qui va émettre, etc. Nous, on n'a pas cette vision. On n'a pas cette vision parce que, d'abord, si vous voulez, l'idée de dire on va tous mourir, donc il faut qu'on arrête tout, on ne convaincra pas la population, ça ne marchera pas comme ça. Et puis, à côté de ça, je pense que si on oppose changement climatique et développement au sens large, on n'y arrivera pas. Par contre,
La vraie question, effectivement, qu'il faut poser, c'est on implante un data center. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait de la chaleur? Comment on fait pour la réutiliser, pour ne pas la renvoyer dans l'atmosphère, accroître le changement climatique, etc. Mais on a vraiment le sentiment que si on prend le sujet par la décroissance, d'une certaine façon, clairement, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que la population n'est absolument pas prête à ça. Je ne parle même pas de jugement de valeur, mais c'est juste que de toute façon, la population n'est pas prête à ça. Moi, je peux vous répondre aussi. Donc, la Caisse des dépôts n'est pas non plus dans une optique de décroissance. Il y a 3 objectifs stratégiques, c'est souveraineté économique, cohésion territoriale et transformation écologique. Et on essaye de faire les choses en même temps. En fait, à chaque fois qu'on finance ou qu'on investit dans un projet, on a une grille de lecture qui cherche à estimer les impacts positifs du projet, à aussi estimer les impacts négatifs du projet et à prendre une décision en tenant compte de tout ça. Donc, sur le changement climatique, on regarde la contribution à l'adaptation, la contribution à l'atténuation, donc aux réductions de gaz à effet de serre, les risques physiques et le potentiel d'adaptation du projet, les sujets de biodiversité aussi, quels sont les impacts négatifs sur la biodiversité du projet, et on regarde aussi la contribution en emploi, en réduction des inégalités, en création de services pour le territoire. Donc on regarde tout ça et ensuite notre gouvernance prend une décision, on va dire, éclairée sur la base des analyses qui ont été menées. Juste quand même, c'est un sujet que j'ai bien suivi, celui des data centers. Il y a aussi des innovations technologiques. Alors, le vrai sujet, c'est quand est-ce qu'elles vont se mettre réellement sur le marché. Parce que j'étais auparavant au service d'intelligence économique et je connais une technologie qui fait du refroidissement des data centers en plongeant les composants dans de l'huile qui permet de récupérer les thermies pour faire du chaud, du froid, etc. et qui baisse considérablement la facture énergétique. Cette technologie existe depuis une dizaine d'années. Elle a du mal à s'imposer. Et là, c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder ici, parce que ceux qui sont dominants dans le marché, effectivement, ne contribuent pas à faciliter la mise en œuvre de ce type d'outils. Voilà, mais c'était juste une petite remarque. Il y a une question de monsieur. Oui, merci. Je voudrais revenir sur l'exemple de Caen, qui est hyper intéressant, ce projet urbain qui ne se fait pas. Pour élargir à des questions de choses qui ne sont pas adaptables, où on fait le diagnostic d'une non-adaptabilité, je ne sais pas si ça existe, et notamment dans un contexte où, en plus des effets du changement climatique, on pourrait se retrouver dans une raréfaction des ressources, que ce soit des ressources financières pour financer tout ça, mais aussi des ressources matérielles, des ressources énergétiques, qui font qu'avec le temps, notre capacité d'adaptation, notre capacité de transformation diminue et nous impose éventuellement de faire un certain nombre de choix. Donc, ma question c'est, est-ce que vous tenez déjà compte de ça? Est-ce que vous envisagez déjà que peut-être on ne va pas pouvoir tout adapter et qu'il va falloir faire le tri entre ce qu'on cherche à adapter et ce qu'on cherche à fermer, démanteler parce que pas adaptable? Moi, je peux vous répondre donc, la Banque des territoires, elle accompagne des territoires en littoral et elle définit avec ces territoires et avec les habitants, les parties prenantes de ces territoires. C'est des études qui sont menées, qui identifient les risques et qui après identifient les territoires qui vont pouvoir justement, la partie du territoire qui va pouvoir être adaptée, celle qui ne va pas pouvoir l'être, celle qu'il faut finalement renaturer. Laisser à la mer, laisser à des zones tampons pour faire éponge en cas d'inondation ou de submersion marine. Et donc, on est vraiment dans cette démarche-là de considérer qu'il y a des choses qui ne seront pas adaptables. Mais c'est difficile de le dire depuis la Caisse des dépôts en tant qu'investisseur ou en tant que financeur. Ça doit être une démarche collective qui émerge d'une relation avec un territoire qui définit son plan d'adaptation et qui va aussi définir lui-même ce qu'il va abandonner et ce qu'il va relocaliser, ce qu'il va adapter. Là, typiquement, c'est vraiment le rôle des PPR, des plans de prévention des risques au niveau local, de traiter cette question-là. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'un bon nombre était fait jusqu'à présent avec une vision historique et des occurrences historiques. Donc là, le travail qui est en cours, mais qui va prendre des mois et des années parfois, c'est de se dire comment on réactualise tout cela
Et ce cadre de PPR nous donne aussi le cadre à la fois délibératif pour les acteurs du territoire, les collectivités, à la fois de partager cette connaissance et de définir ensemble quelles sont les zones qui vont rester aménageables, pas aménageables, quelles sont les prescriptions constructives qu'on veut mettre à tel et tel endroit, quelle est la temporalité qu'on donne à tout ça. Donc c'est ça qui est très largement encore devant nous. Peut-être pour aussi donner un autre exemple, notamment dans la vallée de la Roya, suite à la tempête Alex, aux grosses inondations, il y a eu tout un travail justement de réfléchir à comment on allait reconstruire notamment les habitations qui étaient détruites, etc. Et il a été décidé que certaines habitations qui avaient été complètement détruites ne seraient pas reconstruites parce on considérait qu'elles étaient trop exposées au risque d'inondation. Et donc c'est possible, ça demande une certaine volonté. C'est vrai qu'ils avaient la chance d'être assez bien entourés. Il y avait un préfet qui était dédié justement à la question de la reconstruction dans la vallée de la Roya. Mais voilà, ils ont fait tout un travail justement à définir des critères de résilience justement pour financer la reconstruction et décider ou non de reconstruire certaines habitations. Et si ce n'était pas le cas, de les remplacer par, les renaturaliser les espèces. Donc c'est des initiatives qui existent. Merci. Pascal, le mot de la fin, parce qu'il est l'heure de terminer notre... Juste un petit point sémantique, c'est que l'adaptation, ça peut être des fois effectivement de trouver des solutions pour continuer à faire comme on faisait avant, et puis des fois c'est constater que c'est pas possible et de faire autrement. Citer l'exemple du littoral, on peut imaginer, certaines personnes d'ailleurs il y a quelques années disaient voilà, c'est facile, le recul du trait de côte, il n'y a qu'à protéger, on fait des digues partout. Bon, ça marche pas, clairement. Donc on sait très bien qu'il y a des endroits où on va protéger, les ports par exemple, parce que voilà, là on veut garder l'outil tel qu'il est, etc. Et puis contrario, il y a un tas d'autres endroits, il va falloir laisser la mer regagner. Mais c'est de l'adaptation. Je réagissais sur pas adaptable. L'adaptation, des fois c'est je trouve des solutions pour continuer à faire comme avant, et puis des fois c'est non quoi, faut faire différemment parce que ça marche pas. Bien, écoutez, je pense qu'on peut applaudir nos 4 intervenants et les remercier. Et donc, comme ça a été évoqué au démarrage, donc 4 autres matinales se profilent. Je vous incite à regarder sur le site du CEREMA et celui de la Société d'encouragement de l'industrie nationale. Et vous êtes bien évidemment les bienvenus à ces autres matinales. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous et à toutes. Au revoir.